Sans aucune raison, le millionnaire a renvoyé la nounou, et ce que ses enfants ont dit a tout changé. L'adieu impossible. Le son était insupportable. Trac, tra, tra. Les roues en plastique bon marché de la valise bleue claquaient contre les pavés parfaits de la rue la plus exclusive de la ville. Un bruit rythmé et sec qui semblait compter les secondes d'une tragédie. Camille ne regardait pas en arrière. Elle ne pouvait pas. Elle sentait que si elle tournait la tête, ne serait-ce que d'1 millimètre, son cœur finirait de se briser en 1000 morceaux sur ce bitume chaud. Le plus humiliant n'était pas la vieille valise, ni le sac en toile beige qui pendait à son épaule gauche, pesant comme une dalle. Le pire, c'était les gants. Ces maudits gants de ménage d'un jaune criard et ridicule qui portaient encore la mousse de savon séchant sur ses poignets. Il ne lui avait même pas laissé le temps de les enlever. L'ordre avait été absolu, coupant comme un scalpel. Dehors de chez moi maintenant. Et Camille, avec la dignité qui lui restait, avait obéi, traînant sa vie entière dans la rue, les mains moites à l'intérieur du latex, se sentant plus sale que les ordures qu'elle avait l'habitude de sortir. Le soleil de l'après-midi tombait lourdement, créant de longues ombres entre les hôtels particuliers de 3 étages et les jardins qui ressemblaient à des terrains de golf. C'était un paradis pour les riches, mais pour elle, à ce moment-là, c'était un désert hostile. Ses larmes coulaient en silence, glissant sur son menton et tachant le col blanc de son uniforme bleu. « Maman Camille !» Le cri ne fut pas un son, ce fut une explosion. Il brisa le calme du quartier résidentiel comme un verre s'écrasant sur le sol. Camille se figea. L'air lui resta coincé dans la gorge. Elle connaissait ses voix. Elle les connaissait mieux que sa propre respiration. C'étaient les voix qui la réveillaient chaque matin pour demander du lait chocolaté. C'étaient les voix qui lui chuchotaient « J'ai peur quand il y a de l'orage. Ne pars pas. Attends. » Camille lâcha la poignée de la valise. L'instinct fut plus fort que l'ordre de renvoi. Elle se retourna lentement, et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Là venaient Louis et Théodore, ses enfants. 2 petits garçons de 5 ans identiques, vêtus de leurs pantalons seins en lin bleu et de chemises repassées, mais avec les visages défigurés par la panique et les pleurs. Ils couraient vers elle, les bras tendus, trébuchants, désespérés, comme s'ils fuyaient un incendie. Mais ce qui fit que Camille ressentit une terreur absolue, ce ne fut pas de les voir pleurer, mais de voir qu'ils couraient au milieu de la rue, aveugles à tout ce qui n'était pas elle. Et derrière eux, l'image du pouvoir transformé en impuissance. Monsieur Alexandre, le propriétaire de tout cet empire, l'homme qui déplaçait des millions avec un coup de téléphone, courait derrière ses fils, le visage défait. Il n'était plus le magnat impeccable en costume de grand couturier. Il était un père terrorisé. Il avait les mains sur la tête, la cravate volant sur son épaule et la bouche ouverte dans un cri muet de désespoir. « Louis, Théo, arrêtez !» hurla Alexandre d'une voix brisée par l'effort et la peur. « Une voiture arrive, arrêtez pour l'amour de Dieu !» Mais les jumeaux n'écoutaient pas. Pour eux, le seul danger n'était pas une voiture à grande vitesse. Le seul danger mortel était de perdre la seule femme qui les avait serrés dans ses bras lorsque leur mère biologique était morte. Camille vit la scène au ralenti. Les enfants courant vers elle avec une dévotion suicidaire. Le père courant après eux, incapable de les rattraper. Et au loin, le rugissement d'un moteur se rapprochant dans le virage. En cette seconde éternelle, sous la lumière dorée et cruelle de l'après-midi, le destin de 4 personnes était sur le point d'entrer en collision. Personne dans ce quartier parfait n'imaginait que cette scène déchirante avait commencé à peine 30 minutes plus tôt à cause d'un mensonge qui valait plus que la vie d'une personne. L'accusation. 30 minutes plus tôt, la bibliothèque du manoir sentait le vieux cuir, le bois d'acajou et l'argent. C'était une pièce conçue pour intimider, avec des plafonds de 5 mètres de haut et des étagères remplies de livres que personne ne lisait. Camille se tenait au centre du tapis d'Orient, les mains gantées, serrée devant son tablier blanc, tremblante. Face à elle se trouvait Victoire. La fiancée de Monsieur Alexandre était une femme d'une beauté glaciale, sculptée à force de chirurgie et de rancœur. Elle était assise sur le bord du bureau d'Alexandre, balançant une jambe avec élégance, tenant une coupe de vin blanc comme si c'était un sceptre. Elle n'avait pas crié. Victoire ne criait jamais. Son venin était doux, administré en dose létale de calme. « Je ne vais pas le répéter, Camille », dit Victoire en regardant sa manucure parfaite. « Ma montre en or, la Rolex qu'Alexandre m'a offerte pour nos fiançailles. Elle était sur la table de chevet. Vous avez nettoyé la chambre il y a 10 minutes. Maintenant, elle n'y est plus. Mademoiselle Victoire, par la Sainte Vierge. » La voix de Camille tremblait, mais ses yeux étaient fixés sur ceux de son accusatrice. « J'ai nettoyé, oui, j'ai épousseté, j'ai changé les draps, mais je n'ai touché aucun bijou.
Je suis dans cette maison depuis 3 ans. Je n'ai jamais pris un centime qui ne m'appartenait pas. Monsieur Alexandre le sait. » Victoire laissa échapper un petit rire sec, dépourvu de tout humour. « Monsieur Alexandre sait ce que je lui dis de savoir. Vous êtes une employée, Camille. Vous avez des dettes. Votre mère est malade au village, n'est-ce pas? La tentation est une chose très laide. Mon besoin ne fait pas de moi une voleuse, » répondit Camille en redressant le dos. L'orgueil était la seule chose qu'elle avait sur son compte en banque. « Vous pouvez me fouiller. Fouillez mon sac. Fouillez ma chambre. Je n'ai rien. » À ce moment-là, les doubles portes en chaîne s'ouvrirent brusquement. Monsieur Alexandre entra comme un ouragan. Il parlait au téléphone, le front plissé, portant le stress d'une fusion d'entreprises qui le privait de sommeil depuis des semaines. Il raccrocha brusquement et regarda la scène, sa fiancée au bord des larmes, fausse mais convaincante, et la nounou pâle comme un linge. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Alexandre, avec ce ton d'impatience de celui qui n'a pas de temps pour les problèmes domestiques. On entend les voix jusqu'au couloir. « Victoire, mon amour, pourquoi pleures-tu » Victoire glissa du bureau et courut vers lui, enfouissant son visage dans sa poitrine. Elle sanglota dramatiquement, un son répété à la perfection. « Oh, Alexandre, c'est horrible. Je me sens tellement en insécurité dans ma propre maison. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alexandre caressa les cheveux de Victoire, mais ses yeux froids se fixèrent sur Camille, cherchant une explication. « La montre, chérie, » murmura Victoire, levant les yeux d'une servante effrayée. La Rolex d'anniversaire a disparu. Camille vient de sortir de la chambre, et quand je lui ai demandé, elle est devenue agressive. Elle m'a dit que je l'avais perdue. Camille fit un pas en avant, sentant l'injustice lui brûler la gorge. « C'est un mensonge, monsieur. Je n'ai jamais dit ça. J'ai seulement dit que je ne l'avais pas prise. Monsieur, vous me connaissez. J'ai pris soin de Louis et Théodore depuis qu'ils sont bébés. Vous m'avez confié leur vie. Croyez-vous que je volerais une montre ?» Alexandre ferma les yeux et soupira. Il était épuisé. Il n'avait pas bien dormi depuis des mois, pressé par les investisseurs. Et maintenant ceci. Le doute ne traversa même pas son esprit. Pour lui, l'équation était simple. Victoire était sa future épouse, une femme de sa classe sociale, incapable de mentir pour quelque chose d'aussi trivial. Camille était l'employé, et les employés, dans son expérience cynique, finissaient toujours par faillir. De plus, Victoire l'avait mise en garde contre Camille pendant des semaines. Qu'elle était paresseuse, que les enfants étaient trop attachés à elle, qu'elle avait vu des choses étranges. Le terrain était déjà préparé. Alexandre se dégagea de Victoire et marcha vers Camille. Sa présence était imposante, écrasante. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix basse et dangereuse. « Je ne l'ai pas, monsieur. Je vous le jure sur la vie de mai. »« Ne jurez pas » cria Alexandre en frappant la table de sa paume. Le bruit fit sursauter Camille. « N'osez pas jurer dans ma maison. J'en ai marre. Marre des problèmes. Marre des déloyautés. Je vous ai donné du travail. Je vous ai donné un toit. Et c'est ainsi que vous me payez, en volant la femme qui va être la mère de mes enfants. »« Elle n'est pas leur mère, » murmura Camille. Une erreur fatale poussée par la douleur. Les yeux d'Alexandre s'obscurcirent. Cette phrase toucha une corde sensible. Il savait que les enfants n'acceptaient pas Victoire, et que Camille le lui rappelle à ce moment-là fut comme une gifle. « Vous êtes renvoyé » décréta Alexandre. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. C'était un verdict final. « Monsieur, s'il vous plaît, les enfants arrivent de l'école dans une demi-heure. Laissez-moi au moins leur dire au revoir, leur expliquer. N'allez surtout pas approcher mes fils. 19, 19, 19, 19, 19, 19. » Alexandre la pointa du doigt, accusateur. « Je ne veux pas qu'une voleuse influence Louis et Théo plus que vous ne l'avez déjà fait. Vous partez maintenant, à cet instant. Mais mes affaires, je dois changer d'uniforme. » Camille regarda ses gants jaunes, sa robe bleue. « Partez ainsi. » interrompit Victoire avec un sourire triomphal dissimulé derrière la main d'Alexandre. « Si nous vous laissons aller dans votre chambre, vous volerez sûrement autre chose, qu'on vous envoie vos vieux chiffons par la poste après. » Alexandre hocha la tête, aveuglé par la colère et la fatigue, sortit son portefeuille, en tira une liasse de billets sans les compter, et les jeta au sol, aux pieds de Camille. Les billets tombèrent en désordre sur le tapis d'Orient. « Tenez, voici votre liquidation. Prenez-la et disparaissez. Si je vous vois dans cette résidence dans 1 heure, j'appelle la police et je vous fais sortir menotté. » Camille regarda l'argent par terre. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Elle aurait pu le ramasser. Elle en avait besoin. Mais quelque chose en elle, une force ancienne et puissante qui venait de ses ancêtres, se redressa. Elle leva les yeux et regarda Alexandre dans les yeux. Il y avait de la tristesse dans son regard. « Oui, mais pas de honte. Je ne veux pas de votre argent sale, monsieur Alexandre.
dit-elle d'une voix douce qui résonna plus fort que ses cris. « J'espère que cette montre vous donnera l'heure exacte lorsque vous vous rendrez compte de l'erreur que vous commettez. Non pour moi, mais pour vos enfants. » Camille se retourna, prit sa valise qui se trouvait près de la porte de service. Victoire s'était assurée que tout était prêt. Elle attrapa son sac et sortit de la bibliothèque. Alexandre resta haletant, sentant un étrange vide dans l'estomac. Victoire l'étreignit immédiatement, embrassant sa joue. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon amour. Tu as été très courageux. Maintenant, nous allons avoir la paix. » Mais la paix dura exactement 20 minutes. Le temps que le bus scolaire freine devant la porte et le temps que 2 enfants entrent en courant dans la maison en criant « Camille, Camille, regarde ce que nous avons dessiné » pour ne trouver que le silence sépulcral d'une maison sans âme. Et alors le chaos se déchaîna. La malice de Victoire. Le couloir qui menait de la bibliothèque à l'imposante porte principale semblait s'être étiré, se transformant en un tunnel interminable de marbre froid et d'échos vides. Camille marchait la tête haute, bien que, intérieurement, ses jambes tremblassent comme des feuilles au vent. Le son de ses propres pas lui semblait étranger, lointain, comme s'ils appartenaient à une autre personne, à une femme condamnée qui marchait vers l'échafaud. Elle ne s'arrêta pas pour ramasser l'argent. Ses billets froissés étaient restés éparpillés sur le tapis d'Orient comme une offense finale, un témoignage du peu de valeur que sa loyauté avait pour cet homme qu'elle avait servi avec dévotion. Elle traînait sa valise bleue derrière elle et son sac à l'épaule, mais ce qui lui pesait le plus était le vide dans sa poitrine, ce trou noir où, quelques secondes auparavant, habitait la certitude d'avoir un foyer et une famille, même empruntés. Juste au moment où sa main gantée toucha le bouton de bronze de l'entrée principale, elle sentit une présence dans son dos. Ce n'était pas Alexandre. Le parfum, un mélange écœurant de roses importées et de musc coûteux, la frappa avant la voix. C'était Victoire. « Ne partez pas si vite, ma chère », chuchota Victoire. Son ton n'avait plus rien de la fragilité pleurnicharde qu'elle avait affichée dans la bibliothèque. Maintenant, c'était de la glace pure, aiguisée et coupante. Camille se retourna lentement. Victoire se tenait à quelques mètres de distance, les bras croisés, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle ne faisait plus semblant. Le masque de la fiancée parfaite était tombé, révélant la cruauté calculatrice qu'elle cachait dessous. « Pourquoi ?» demanda Camille, la voix brisée par l'incrédulité. « Pourquoi tant de méchanceté, mademoiselle Victoire? Je ne vous ai jamais rien fait. Vous avez tout. Argent, beauté, un homme bon. Pourquoi détruire une simple employée ?» Victoire lâcha un rire doux, presque inaudible, et fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Camille. Ses yeux brillaient d'une malice triomphante. « Vous croyez que c'est à cause de vous ?» Victoire secoua la tête, comme si elle parlait à une enfant lente à comprendre. « Ah, Camille, vous êtes si insignifiante que vous ne méritez même pas ma haine. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause d'eux. » D'un geste subtil, Victoire désigna l'étage, les chambres des enfants, qui étaient vides à ce moment-là. « Les enfants !» Camille sentit un frisson. « Mais ce sont des anges. Ce sont des parasites !» cracha Victoire, et son visage se tordit en une grimace de dégoût sincère. « Ils sont bruyants, collants, et le pire de tout, ils sont le souvenir vivant de cette morte, la première épouse d'Alexandre. Je n'ai pas l'intention de partager ma vie, ni mon manoir, ni mon héritage avec 2 morveux qui ne sont pas les miens. Et vous, vous étiez le problème principal. » Camille ouvrit grand les yeux, comprenant enfin l'ampleur du piège. « J'étais leur protection, » murmura Camille. « Exactement. » Victoire hocha la tête, savourant sa victoire. Tant que vous étiez ici à jouer à la maman de substitution, Alexandre se sentait tranquille. Vous couvriez leurs carences affectives. Vous vous occupiez d'eux. Vous les gâtiez. Vous les gardiez heureux. Mais sans vous, Camille, ils vont devenir insupportables. Ils vont pleurer, crier, faire des caprices. Et Alexandre n'a pas de patience. C'est un homme d'affaires, pas de couche ni de consolation nocturne. Victoire se pencha vers l'oreille de Camille, baissant la voix jusqu'à la transformer en un sifflement venimeux. « Voulez-vous savoir ce qui va se passer maintenant que vous avez franchi cette porte? Demain matin, à la première heure, Louis et Théo partent. Ils partent. Où ?» Le cœur de Camille commença à battre la chamade. « Dans un pensionnat en Suisse, » révéla Victoire avec un sourire cruel. « Un endroit très strict, très loin, où l'on enseigne la discipline et où il ne dérange pas. J'ai déjà les papiers prêts dans le bureau d'Alexandre. J'avais juste besoin d'une excuse pour qu'il signe sans réfléchir à 2 fois. Et votre vol, ma chère, a été l'excuse parfaite. Le stress du vol, la déception. Ce soir, quand il sera épuisé et furieux,
Je lui dirai que la seule solution pour que les enfants soient en sécurité et bien éduqués, loin de l'influence des employées voleuses, c'est le pensionnat, et il signera. Le monde de Camille s'arrêta. La Suisse, loin de leur père, loin de leur foyer, loin du seul amour qu'ils connaissaient. Louis et Théo, si petits, si sensibles, mourraient de tristesse. Louis faisait des cauchemars si on ne lui laissait pas une lumière allumée. Théodore était allergique aux noix et personne d'autre qu'elle ne savait bien vérifier les étiquettes. « Êtes-vous un monstre » cria Camille, oubliant sa position, oubliant la peur. La fureur d'une mère lionne s'empara d'elle. Camille essaya de passer par-dessus Victoire pour retourner à la bibliothèque. Elle devait le dire à Alexandre. Elle devait lui crier la vérité, même si on la traînait dehors. « Monsieur Alexandre, écoutez-moi » cria Camille de toutes ses forces, sa voix rebondissant sur les hauts murs. Mais Victoire fut plus rapide. Avec une force surprenante, elle poussa Camille vers la porte ouverte. Et à cet instant, Alexandre apparut au bout du couloir, sortant de la bibliothèque. « Monsieur Alexandre » supplia Camille en s'accrochant à l'encadrement de la porte. « Ce n'est pas pour la montre. Elle veut envoyer les enfants dans un pensionnat. Elle les déteste. S'il vous plaît, écoutez-moi. » Alexandre s'arrêta. Son visage était un masque de pierre et de déception. Il regarda Camille défaite, criant des choses qui n'avaient pas de sens pour lui. Et puis il regarda Victoire, qui adopta immédiatement une posture de victime effrayée, portant la main à sa poitrine. « Alexandre, mon Dieu !» cria Victoire d'une voix tremblante. « Elle est déséquilibrée, elle me menace. Elle dit qu'elle va prendre les enfants. » Le mensonge fut le coup de grâce. Alexandre durcit sa mâchoire. Il n'entendit pas l'avertissement concernant le pensionnat, il entendit seulement les cris d'une femme qu'il venait de renvoyer pour vol. « Partez de chez moi !» hurla Alexandre en désignant la sortie d'un doigt impératif. « Et ne revenez jamais. »« Monsieur, vos enfants, ne les laissez pas les emmener !» cria Camille une dernière fois, les larmes lui brûlant les yeux. Alexandre avança à grands pas furieux. Camille, instinctivement, recula vers le porche. Alexandre arriva à la porte et sans une once de doute, sans une seconde d'hésitation, il la ferma. Blam! Le bruit de la porte en chêne massif se refermant fut définitif. Ce fut le son d'une vie qui se brisait. Camille entendit le claquement sec du verrou automatique s'activant de l'intérieur. Elle resta là, debout sur l'immense porche devant la porte fermée. Le silence du quartier riche l'enveloppa de nouveau. Elle était seule. Elle avait échoué. Elle regarda ses gants jaunes, symbole de son service, et maintenant de sa disgrâce. Elle attrapa sa valise d'une main qui semblait n'avoir plus de force, et commença à descendre les marches de l'entrée, traînant les pieds, traînant son âme, tandis que le plan de Victoire commençait à s'exécuter à l'intérieur de cette forteresse de mensonges. La fugue des jumeaux. 20 minutes plus tard, le bus scolaire jaune freina avec un crissement pneumatique devant le manoir. Les portes s'ouvrirent et deux petites figures identiques descendirent. Louis et Théodore. Ils venaient heureux. Louis tenait dans sa main une feuille de papier froissé avec un dessin fait au crayon de couleur. C'étaient eux deux, leur papa et Camille, tous se tenant la main sous un soleil géant et souriant. Théodore tenait une fleur écrasée qu'il avait arrachée du jardin de l'école. Un cadeau pour sa Camille. « Le premier arrivé à la cuisine gagne un biscuit en plus », cria Théodore. Et tous deux se mirent à courir vers l'entrée latérale, celle qu'ils utilisaient toujours, car Camille la laissait toujours ouverte pour eux. Ils firent irruption dans la cuisine, s'attendant à l'odeur du pain fraîchement cuit ou à l'étreinte chaude et odorante au savon de lavande de leur nounou. « Camille, nous sommes arrivés !» cria Louis en agitant son dessin, mais seul le bourdonnement du réfrigérateur répondit. La cuisine était impeccable, froide, vide. Il n'y avait pas de goûter sur la table, pas de musique douce à la radio. « Camille ?» demanda Théodore, et son sourire s'évanouit un peu. La fleur dans sa main sembla se flétrir instantanément. Les enfants échangèrent un regard. Cette connexion de jumeaux, ce fil invisible qui les unissait, vibra avec un signal d'alarme. Quelque chose n'allait pas. La maison se sentait différente. Elle se sentait hostile. Ils marchèrent sur la pointe des pieds vers le vestibule principal. Ils entendirent des voix provenant du salon, des voix d'adultes. Ils reconnurent la voix grave de leur père et le ton aigu de Victoire. Ils se cachèrent derrière la balustrade de l'escalier en colimaçon, accroupis comme deux petits animaux effrayés, et tendirent l'oreille. « Calme-toi, mon amour », disait Victoire. Sa voix semblait détendue, satisfaite. « Le pire est passé. Cette femme est loin maintenant. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait volés, » répondit Alexandre d'une voix fatiguée. « Je me sens stupide. »« N'y pense plus, » interrompit Victoire. « Regarde le bon côté. Maintenant nous avons le champ libre pour ce dont nous avons parlé.
J'ai déjà appelé le directeur de l'Institut Beau Soleil en Suisse. Ils ont 2 places disponibles pour le semestre qui commence la semaine prochaine. Le cœur de Louis s'arrêta. Il serra la main de Théodore si fort que ses phalanges devinrent blanches. « La Suisse ?» demanda Alexandre, dubitatif. « Victoire, ils sont trop petits. Ils ont à peine 5 ans. N'est-ce pas trop tôt ?»« Alexandre, s'il te plaît » insista Victoire, et son ton devint persuasif, manipulateur. « Regarde-nous. Nous sommes au bord de l'effondrement. Tu travailles toute la journée. J'ai mes engagements de charité et l'organisation du mariage. Sans Camille, qui va s'occuper d'eux? Une autre employée qui nous vole? Une autre inconnue? En Suisse, ils seront avec les enfants de la royauté européenne. Ils apprendront les langues, la discipline, le ski. C'est ce qu'il y a de mieux pour leur avenir. » De plus, elle fit une pause dramatique. « Nous aurons du temps pour nous, pour notre lune de miel, pour commencer notre propre famille, sans les fardeaux du passé. » Il y eut un silence terrible et lourd. Louis et Théodore retinrent leur respiration, s'attendant à ce que leur père crie « non », s'attendant à ce qu'ils défendent leur droit d'être à la maison. « Peu, être as-tu raison », murmura Alexandre finalement. C'était la voix d'un homme vaincu qui choisissait le chemin facile. « Je ne sais pas quoi faire d'eux sans aide. C'est peu, être le mieux. Prépare les passeports », dit Victoire, triomphante. « Demain, nous les emmenons à l'aéroport. » En haut de l'escalier, le monde des jumeaux s'écroula. Camille était partie. Leur père allait les abandonner. La méchante sorcière avait gagné. Louis regarda Théodore. Leurs yeux étaient pleins de larmes, mais aussi d'une détermination désespérée. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils se comprenaient rien qu'en se regardant. « Nous devons retrouver Camille. Elle est la seule qui nous aime. Elle nous sauvera. » Ils se levèrent en silence et coururent vers leur chambre au premier étage. Ils fermèrent la porte, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas sortir par le couloir. Victoire et Alexandre bloquaient la sortie principale, et la cuisine était trop loin. S'ils les voyaient, ils les attraperaient. S'ils les voyaient, ils les enfermeraient jusqu'à ce qu'ils les envoient dans cet endroit froid appelé la Suisse. Ils coururent vers la fenêtre qui donnait sur la rue. Elle était verrouillée. Théodore, le plus impulsif, essaya de l'ouvrir, mais le mécanisme était coincé par la nouvelle peinture. « Ça ne s'ouvre pas », pleura Théodore, frappant la vitre avec ses petites mains. Louis regarda dans la rue à travers le verre. Au loin, descendant la colline, il vit une petite silhouette, vêtue de bleu, traînant une valise. « Elle est là !» cria Louis. « C'est Camille, elle s'en va !» La panique s'empara d'eux. Si elle tournait le coin, il la perdrait pour toujours. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il n'y avait pas de temps pour chercher les clés. Louis attrapa la lourde lampe en métal de sa table de chevet. C'était une lampe en forme d'astronaute qu'Alexandre leur avait offerte, mais qu'il n'allumait jamais. « Recule », ordonna Louis. Avec toute sa force d'enfant de 5 ans, Louis écrasa la base en métal contre la vitre de la fenêtre. Crac. Le verre ne se brisa pas complètement au premier coup. Il ne fit que s'écailler comme une toile d'araignée géante. Louis frappa à nouveau en criant de frustration et de peur. Crash. Cette fois, le verre céda, tombant en une pluie de fragments brillants vers le jardin avant et à l'intérieur de la pièce. « Allez !» cria Théodore. Ils ne pensèrent pas au danger. Ils ne virent pas les bords tranchants qui restaient dans l'encadrement. Ils ne voyaient que la liberté et la silhouette bleue qui s'éloignaient. Théodore sauta le premier. En appuyant les mains sur l'encadrement pour se propulser, un morceau de verre lui coupa la paume de la main droite. Il cria de douleur, mais l'adrénaline était plus forte. Il sauta vers le massif d'hortensias qui se trouvait en dessous. C'était une chute de 2 mètres, mais la peur de perdre Camille amortit le coup. Louis le suivit. Sa chemise s'accrocha à un éclat de verre, se déchirant, et il sentit une coupure aiguë à l'avant-bras, mais il ne s'arrêta pas. Il tomba sur la terre humide à côté de son frère. Ils se relevèrent immédiatement, ignorant le sang qui commençait à tacher leurs vêtements, ignorant la douleur de leurs genoux écorchés. « Courez !» crièrent-ils à l'unisson. Ils jaillirent du jardin, traversèrent la grille en fer forgé, qui heureusement était restée entr'ouverte par le jardinier, et foulèrent le trottoir chaud de la rue. « Maman Camille !» crièrent-ils avec des poumons qui semblaient sur le point d'éclater. Ce fut ce cri qui alerta Alexandre à l'intérieur de la maison. Le son de ses fils qui ne jouaient pas, mais criaient d'agonie. Dans la rue, Camille s'arrêta. Les jumeaux la virent se retourner, et alors ils coururent plus vite que jamais. Ils ne couraient pas vers une nounou, ils couraient vers leur vie. Ils couraient les bras ouverts, saignant, pleurant, cherchant le seul refuge qui leur restait dans un monde qui venait de les trahir. Et derrière eux, la porte du manoir s'ouvrit brusquement, et Alexandre jaillit,
se rendant compte trop tard que le véritable trésor de sa vie n'était pas dans le coffre-fort, mais courait pieds nus sur le bitume chaud, s'éloignant de lui. La révélation, le rebondissement, dans la rue. L'impact fut physique, brutal, et chargé d'une tendresse désespérée. Camille n'eut pas le temps de penser ni d'évaluer les conséquences, ni de se souvenir qu'elle avait été traitée comme une criminelle dans cette même maison quelques minutes auparavant. En voyant Louis et Théodore courir vers elle, leur visage baigné de larmes et taché de sang, son corps réagit avec la mémoire musculaire de la maternité. Elle lâcha la valise bleue qui tomba avec un bruit sourd sur le trottoir et se laissa tomber à genoux sur le pavé brûlant. Peu lui importait la douleur aiguë dans les rotules en heurtant le ciment dur. Ses bras s'ouvrirent instinctivement, comme les ailes d'un oiseau essayant de protéger ses petits d'une tempête imminente. « Mes enfants, cria Camille, la voix étouffée par un sanglot qui montait de sa poitrine. Les jumeaux la percutèrent avec la force d'un petit ouragan. Ils ne freinèrent pas. Ils se jetèrent sur sa poitrine, enfouissant leur visage dans le tissu amidonné de son uniforme, s'accrochant à son cou, à ses épaules, à tout ce qu'ils pouvaient saisir pour ne pas être emportés par le courant d'abandon qu'ils ressentaient. « Ne pars pas, ne nous quitte pas !» criait Théodore, sa voix aiguë se brisant en une supplique inintelligible. Camille les enveloppa fortement, fermant les yeux tout en sentant les petits corps trembler violemment contre le sien. Mais alors elle sentit quelque chose d'humide et de collant sur ses mains. Elle ouvrit les yeux et la terreur l'envahit. Ses gants de ménage jaunes, ceux qui représentaient son statut inférieur, se teintaient de rouge cramoisi. « Du sang !» allaita Camille, les écartant un peu pour les examiner. « Vous saignez ! Mon Dieu, qu'avez-vous fait ?» Louis avait une coupure profonde à l'avant-bras, une ligne rouge et ouverte là où la chemise s'était déchirée. Les mains de Théodore étaient pleines de petites coupures, et ses genoux, écorchés par la chute dans le jardin, saignaient sur ses chaussettes blanches. « Nous avons cassé la fenêtre !» sanglota Louis sans la lâcher, s'accrochant à son tablier comme à une bouée de sauvetage. « Nous avons dû la casser pour te rattraper. La porte était fermée. Papa nous a enfermés. » Le cœur de Camille s'arrêta un instant. Il s'était blessé à cause d'elle. Ils avaient traversé des vitres brisées juste pour l'empêcher de partir. L'ampleur de cet amour la frappa plus fort que n'importe quelle insulte de victoire. Elle se mit à pleurer, mêlant ses larmes au sang des blessures qu'elle essayait de presser avec ses mains gantées pour arrêter le flux. « Vous êtes fous, mes amours, vous êtes fous !» pleurait Camille, embrassant leur tête moite. « Vous auriez pu vous tuer. » À ce moment-là, une ombre longue et menaçante tomba sur eux. Le bruit de chaussures en cuir de luxe frappant frénétiquement le bitume s'arrêta juste à côté d'eux. La respiration agitée et furieuse d'un homme emplit l'air. Camille leva les yeux. Monsieur Alexandre était là, debout au-dessus d'eux, bloquant le soleil. Son costume italien était froissé, sa cravate défaite, et son visage était rouge de colère, de panique et de confusion. Mais ses yeux ne voyaient pas l'amour dans cette scène. Ses yeux, empoisonnés par les mensonges de Victoire, ne voyaient qu'une voleuse manipulant ses fils. « Lâchez-les !» rugit Alexandre. Le cri fut si puissant que quelques voisins sortirent la tête derrière les rideaux de leur manoir. « Retirez vos mains sales de mes enfants !» Alexandre s'accroupit avec violence, essayant d'arracher Théodore des bras de Camille. Il l'attrapa par le bras, sans se rendre compte des blessures dans sa cécité de fureur. « Venez ici !» cria Alexandre en tirant l'enfant. « Qu'est-ce que vous leur avez fait? Vous les séquestrez? Je savais que vous étiez une délinquante. »« Non, monsieur, attention !» cria Camille, non pour se défendre elle, mais pour protéger Théodore. « Vous lui faites mal, il a du verre dans les mains. » Mais Alexandre n'écoutait pas. L'adrénaline lui sifflait aux oreilles. Il voyait du sang sur l'uniforme de la femme et son esprit, prédisposé au désastre, imagina le pire. Il pensa qu'elle les avait blessés, qu'elle les traînait. « Éloignez-vous d'eux !» Alexandre poussa Camille fortement par l'épaule. Elle, qui était dans une position instable à genoux, tomba en arrière, heurtant sa hanche contre le bord du trottoir. Les enfants crièrent en voyant leur nounou tomber. « Papa, non !» Le cri fut unanime, déchirant. Alexandre réussit à remettre les enfants debout derrière lui, interposant son corps entre eux et Camille, comme un bouclier humain face à une menace mortelle. Il respirait difficilement, la poitrine se soulevant et s'abaissant, regardant la femme au sol avec un mépris absolu. « Je vais appeler la police immédiatement !» siffla Alexandre en sortant son téléphone, les mains tremblantes. « Vol, tentative de séquestration, lésion. Vous allez pourrir en prison, Camille. Je vous jure que je détruirai votre vie. » Camille, depuis le sol, retira l'un des gants tachés de sang et le jeta de côté. Elle n'essaya pas de se lever,
Elle regarda seulement Alexandre avec une tristesse infinie, une tristesse si profonde que pendant une seconde elle fit douter le millionnaire. « Regardez vos mains, monsieur », dit Camille d'une voix douce, ignorant la menace de prison. « Regardez les mains de vos enfants avant d'appeler qui que ce soit. Ils sont coupés. Ils ont besoin d'un médecin, pas d'un policier. » Alexandre cligna des yeux, confus par son calme, baissa les yeux vers les mains de Théodore, qu'il serrait lui-même. Il sentit l'humidité collante, il vit le sang, il vit les coupures profondes causées par le verre de la fenêtre. La panique du père remplaça momentanément la fureur. « Mon Dieu !» murmura-t-il en lâchant le poignet de Théodore et en le voyant blessé. « Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous leur avez fait ?»« Elle n'a rien fait !» Le cri vint de Louis. Le jumeau le plus silencieux, celui qui se cachait toujours derrière les jambes de son père, fit un pas en avant. Ses petits poings étaient serrés et son visage était rouge de rage. La vérité cachée, le temps sembla s'arrêter dans cette rue de banlieue. Le vent cessa de bouger les feuilles des arbres parfaitement taillés. Louis, avec ses 5 ans et son maître à peine de hauteur, se planta devant son père avec la férocité d'un géant. Alexandre regarda son fils stupéfait. Louis ne criait jamais. Louis était le docile. « Mon fils, viens ici. Elle est dangereuse », essaya de dire Alexandre en tendant la main. « Non !» Louis repoussa la main de son père d'une tape violente. « C'est toi le dangereux. Toi et la sorcière de Victoire. » La mention du nom de sa fiancée sur ce ton, sortant de la bouche d'un enfant innocent, fut comme un seau d'eau glacée pour Alexandre. « Louis, ne lui manque pas de respect. »« Elle a mis la montre !» cria Louis. Les mots jaillirent comme des balles, impactant directement la poitrine d'Alexandre. « Nous l'avons vu, Théo, et moi l'avons vu. » Alexandre resta figé. Le téléphone dans sa main avait toujours l'écran allumé, prêt à composer le disept, mais son doigt se paralysa. Il regarda Théodore cherchant confirmation. L'autre jumeau, qui pleurait silencieusement tout en suçant un doigt coupé, hocha frénétiquement la tête. « Nous jouions à cache-cache !» sanglota Théodore d'une voix entrecoupée. « Nous étions sous le lit dans ta chambre. Nous voulions te faire peur quand tu arriverais, mais Victoire est entrée. » Alexandre sentit le sol bouger sous ses pieds. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Alexandre, sa voix perdant toute autorité, se transformant en un murmure rauque. « Elle est entrée seule, » continua Louis, essuyant ses larmes avec rage, se tachant le visage de sang et de saleté. « Camille n'était pas là. Victoire a ouvert ton tiroir, a pris la montre dorée et a ri. Elle a ri méchamment, papa. Et ensuite elle est allée dans la chambre de Camille et l'a mise dans son sac, le sac beige. Elle a dit « Adieu, stupide servante !» Nous l'avons entendu. L'esprit d'Alexandre essaya de rejeter l'information. Ce n'était pas possible. Victoire était une femme de la haute société, éduquée, sa fiancée. Pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi bas? Pourquoi accuser une humble nounou? Vous avez sûrement mal vu, balbutia Alexandre, essayant de s'accrocher à sa réalité construite. Peut être qu'elle la cherchait. Non, insista Louis, frappant la jambe de son père avec ses petits poings. Elle nous a dit qu'elle allait nous envoyer en Suisse. Elle a dit que Camille était un obstacle et que nous sommes des parasites. Elle a dit qu'elle détestait les enfants, ajouta Théodore en tremblant. Elle a dit que Camille était la seule qui nous défendait et que c'est pour ça qu'elle devait partir. Chaque mot de ses fils était un coup de marteau, qui démolissait les fondations de la vie parfaite d'Alexandre. Parasite, Suisse, obstacle. Ces mots résonnèrent dans sa tête, connectant des points qu'il avait délibérément ignorés. Les fois où Victoire demandait que les enfants dînent à la cuisine, les fois où elle suggérait des colonies de vacances de 3 mois, la froideur dans son regard, quand elle croyait que personne ne la voyait. Alexandre leva lentement les yeux du bitume, tourna le cou vers son manoir, cette forteresse de succès et de richesse qui s'élevait imposante au bout de l'allée de pavés. Et alors il la vit. À la fenêtre du 2e étage, juste au-dessus du balcon principal, se trouvait Victoire. Elle ne courait pas vers eux. Elle n'appelait pas une ambulance, bien qu'il soit évident que les enfants étaient blessés et qu'il y avait un conflit dans la rue. Elle était debout, immobile, une main appuyée sur l'encadrement de la fenêtre, et l'autre tenant sa coupe de vin blanc. La distance était considérable, mais la clarté du jour et la vue parfaite d'Alexandre lui permirent de voir son expression. Il n'y avait pas d'inquiétude, pas d'angoisse, il y avait de l'agacement. Elle observait la scène comme quelqu'un qui regarde une émission de télévision ennuyeuse, en attendant que les publicités se terminent. En voyant qu'Alexandre la regardait, Victoire ne salua pas et ne fit aucun geste d'alarme. Elle se retourna simplement avec élégance et ferma les rideaux de velours épais, disparaissant de la vue. Ce geste, ce simple acte de fermer le rideau face au sang de ses fils, fut la preuve définitive.
plus percutante que n'importe quelle vidéo de sécurité, plus forte que n'importe quelle confession. Alexandre sentit une nausée violente. Il avait dormi avec l'ennemi. Il avait été sur le point de livrer ses enfants à une femme qui les méprisait, et il avait expulsé la seule personne qui s'était jetée au sol, se brisant les genoux pour les rattraper. Il baissa les yeux vers Camille. Elle était toujours au sol avec son uniforme sale et déchiré, mais elle ne pleurait plus pour elle. Elle était en train de déchirer une bande de son propre tablier blanc pour bander la main de Théodore, ignorant la douleur de sa hanche meurtrie. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'elle les menaçait ?» demanda Alexandre d'une voix brisée, tombant à genoux devant elle, non comme un patron, mais comme un homme vaincu. Camille leva les yeux. Ses yeux bruns, propres et honnêtes se fixèrent sur lui. « J'ai essayé de vous le dire, monsieur Alexandre. Dans le couloir, je vous ai crié qu'elle voulait les envoyer dans un pensionnat. Je vous ai crié que les enfants étaient en danger. » Camille fit une pause et soupira. Une expiration tremblante. « Mais vous avez fermé la porte. Vous avez choisi de la croire parce qu'elle sent le parfum cher et moi, je sens le… » La phrase traversa Alexandre comme une lance. C'était vrai. Son classisme, son arrogance, sa cécité volontaire avaient failli détruire sa famille. Il regarda les mains de Camille, ses mains rêches par le travail acharné, qui tenait maintenant avec une délicatesse infinie la main blessée de son fils. Ses mains qui n'avaient jamais rien volé, elles n'avaient fait que donner. « Papa », murmura Théodore, appuyant sa tête sur l'épaule de Camille. « J'ai mal à la main. Je veux rentrer à la maison avec Camille. » Alexandre sentit les larmes, chaudes et inconnues, lui piquer les yeux. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de son épouse, mais voir la loyauté absolue de ses fils envers cette femme et sa dignité, malgré l'humiliation, rompit le barrage. « Oui, mon fils », dit Alexandre en avalant le nœud dans sa gorge. Il se leva lentement, mais cette fois sa posture avait changé. Il n'était plus le millionnaire courant en panique. Maintenant, il était un homme avec une mission, une fureur froide et calculatrice, très différente de la colère aveugle d'avant, s'installa dans sa poitrine. Il regarda vers la maison, vers la fenêtre fermée où se cachait Victoire. « Rentrons à la maison », dit Alexandre en tendant une main vers Camille. Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation, c'était une supplique. « S'il vous plaît, Camille, permettez-moi de vous aider à vous lever. Nous devons soigner les enfants, et après je dois nettoyer ma maison de la vraie ordure. » Camille hésita une seconde. Elle regarda la main bien soignée d'Alexandre. Puis elle regarda les enfants qui la regardaient avec des yeux suppliants. Elle soupira sachant que son cœur ne lui permettrait pas de les laisser là, blessés et vulnérables. Elle retira l'autre gant jaune, le laissant tomber à côté de la valise comme quelqu'un qui laisse derrière lui une vieille peau, et prit la main d'Alexandre. Il la tira doucement, mais avec fermeté, l'aidant à se lever. « Ne vous inquiétez pas pour la valise, monsieur, » dit Camille en boitant légèrement. « Je veux juste soigner Théodore. »« J'apporterai la valise, » dit Alexandre, en prenant l'anse de plastique bon marché avec sa main libre, cette main qui signait habituellement des chèques de millions. Et ainsi, l'étrange procession commença le retour en montant la rue. Un millionnaire traînant une vieille valise, une nounou boitant avec l'uniforme taché de sang et deux enfants blessés mais victorieux. Il marchait vers le manoir, où Victoire attendait, certaine de son triomphe, sans savoir que la sentence de son propre destin venait d'être dictée sur le bitume chaud de la rue. La phrase qui a tout changé, le chemin du retour par l'allée de pavés se sentait différent sous les pieds d'Alexandre. 10 minutes auparavant, il avait parcouru cette même distance en courant comme un fou, poussé par la peur de la mort physique de ses fils. Maintenant, il marchait lentement, portant le poids d'une mort spirituelle qui s'était déroulée sous son propre toit, sans qu'il s'en rende compte. Le bruit de la valise bleue qui roulait était le seul bruit dans l'air, mais cette fois, c'était lui qui la tirait. Un millionnaire, propriétaire d'un conglomérat international, traînant une valise de marché aux puces avec une roue cassée, tandis que son autre main tenait fermement la petite main collante de Louis. Camille marchait à ses côtés, boitant visiblement. La chute lui avait fait plus mal à la hanche qu'elle ne l'admettait, mais elle ne se plaignait pas. Elle portait Théodore dans ses bras, qui avait cessé de pleurer, et reposait maintenant sa tête sur l'épaule de la nounou, suçant son doigt sain, cherchant ce réconfort primitif que seule elle savait lui donner. Alexandre regarda Camille du coin de l'œil. Il vit le profil de son visage sans maquillage, marqué par le soleil et la fatigue, mais rayonnant d'une dignité que Victoire, avec tous ses traitements de beauté et ses bijoux, n'aurait jamais. Louis rompit le silence. « Alexandre », sa voix rauque lui écorchant la gorge, « pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ? Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à aujourd'hui pour me dire que Victoire, qu'elle était méchante avec vous ?» Louis, marchant à côté de son père,
baissa les yeux vers ses chaussures de sport tachées de terre du jardin. Il serra la main de son père, mais non pas avec force, mais avec résignation. « Parce que tu l'aimes, papa », dit l'enfant avec une logique écrasante et douloureuse. « Tu souris toujours quand elle entre dans la pièce et quand nous disons quelque chose, tu dis que nous sommes fatigués ou que nous sommes mal élevés. » Alexandre sentit un pincement à l'estomac. La culpabilité était un acide corrosif. « Je pensais qu'elle essayait de vous éduquer », murmura Alexandre, plus pour lui-même que pour l'enfant. « Je pensais qu'elle était stricte parce qu'elle voulait que vous soyez des hommes bien. »« Elle ne nous éduque pas, papa », intervint Théodore depuis les bras de Camille. Il leva la tête et ses yeux, identiques à ceux de sa mère décédée, se fixèrent sur Alexandre. « Elle nous déteste. Elle nous dit que nous sommes une erreur. » Alexandre s'arrêta net au milieu du chemin. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la pelouse impeccable. Il lâcha la valise et se tourna pour faire face à Camille et à ses fils. Il avait besoin de comprendre l'ampleur de l'abîme dans lequel il avait failli jeter sa famille. « Qu'est-ce qu'elle vous fait d'autre » demanda Alexandre, craignant la réponse, mais ayant besoin de l'entendre pour finir de se réveiller. « Je veux tout savoir maintenant. » Camille essaya d'intervenir, protectrice. « Monsieur, ce n'est pas le moment. Les enfants sont blessés et... »« C'est le moment, Camille » l'interrompit Alexandre, mais cette fois sans colère, avec une douceur urgente. « J'ai besoin de savoir qui j'ai fait entrer dans ma maison. » Théodore inspira profondément, sa petite poitrine se gonflant d'un sanglot contenu. Il regarda Camille comme pour demander la permission, et elle hocha légèrement la tête, lui caressant le dos. « Quand tu vas travailler ?» commença Théodore d'une voix tremblante. « Elle nous enferme dans la salle de jeu. Elle nous enlève les jouets, et elle dit que nous faisons trop de bruit. Si nous pleurons, elle monte le volume de la musique pour ne pas nous entendre. Et elle nous pince, » ajouta Louis en levant la manche de sa chemise déchirée. Là, sur la peau douce de son bras, il y avait de petites ecchymoses, des marques violacées en forme de doigts, anciennes et nouvelles. Elle nous pince ici, où les vêtements cachent pour que tu ne le vois pas. Elle dit que si nous te le racontons, elle nous enverra dans un endroit où les enfants n'ont pas de papa. You craze, for Dallastamp, Velius Semp. Alexandre regarda les ecchymoses. Elles étaient la preuve physique de sa négligence. Il avait été si occupé à construire un empire pour l'avenir de ses fils qu'il avait laissé leur présent entre les mains d'un bourreau. « Mon Dieu !» murmura Alexandre, portant une main à sa bouche, horrifié. Mais ce fut alors que Théodore lâcha la phrase définitive, la sentence qui finit de briser la carapace du millionnaire et reconstruisit son cœur au même instant. L'enfant serra le cou de Camille fortement, aspirant l'odeur de son uniforme bon marché, mélange de savon de lavande et de sueur honnête. « Papa, s'il te plaît, ne la renvoie plus jamais » dit Théodore, les yeux pleins de larmes. Camille a l'odeur de maman. Victoire a l'odeur du froid et de la peur. Quand Camille nous prend dans ses bras, la peur s'en va. Quand Victoire nous prend dans ses bras, la peur commence. Le monde s'arrêta pour Alexandre. Camille a l'odeur de maman. Cette phrase le transporta 5 ans en arrière à l'hôpital, au dernier souffle de son épouse, qui lui avait fait promettre de prendre soin des enfants, qu'il ne manquerait jamais d'amour. Et lui, dans sa douleur, avait confondu amour et commodité. Il avait rempli la maison de jouets chers et de nounous efficaces, mais il avait oublié l'odeur du foyer, l'odeur de la sécurité. Alexandre regarda Camille. Il ne voyait plus l'employé de maison. Il voyait la femme qui avait tenu la promesse qu'il avait rompue. Il voyait la mère que ses fils avaient choisie avec l'instinct infaillible du cœur. « Elle a l'odeur de maman », répéta Alexandre dans un murmure, et une larme solitaire, lourde et brûlante, roula sur sa joue. C'était la première fois que ses fils le voyaient pleurer. Le silence qui s'ensuivit fut sacré. Le vent bougea les cimes des arbres, et pour la première fois depuis des années, Alexandre sentit qu'il pouvait vraiment respirer. Le bandeau était tombé complètement. L'image de Victoire à la fenêtre, indifférente et cruelle, se superposa à l'image de Camille au sol, saignant pour ses fils. Le choix n'existait plus, seule la vérité existait. Alexandre essuya sa larme du dos de la main et regarda ses fils avec une intensité nouvelle. « Je vous le jure », dit-il d'une voix ferme, une promesse de sang. « Je vous le jure sur la mémoire de votre mère que personne ne vous fera plus jamais de mal. Vous n'aurez plus jamais peur dans votre propre maison. » Il reprit la valise, mais cette fois il la souleva en l'air d'une seule main, comme si elle ne pesait rien, comme si en la soulevant il soulevait aussi le poids de ses erreurs. « Allons-y, dit-il. Nous avons un nettoyage à faire et je ne parle pas de la maison. Pisolasia, Amawalasuria, Amasia, Amasia. La journée de transformation. L'entrée du manoir ne fut pas triomphale, mais elle fut puissante.
La porte principale en chêne massif, que Victoire avait fermée avec tant de satisfaction quelques minutes auparavant, s'ouvrit en grand sous la poussée décidée d'Alexandre. Le vestibule était impressionnant. Sols en marbre italien, un lustre en cristal de 2 mètres être suspendu au plafond et un double escalier qui criait l'opulence. Mais cet après-midi-là, le luxe fut envahi par la réalité. Alexandre entra le premier, laissant la vieille valise de Camille juste au centre du vestibule, sur le blason de la famille incrusté dans le sol, brisant l'esthétique parfaite du lieu. Derrière lui entra Camille en boitant, descendant Théodore de ses bras avec soin. Louis entra le dernier, regardant autour de lui avec méfiance, comme s'il s'attendait à ce que les murs l'attaquent. « Asseyez-vous là », ordonna Alexandre, en désignant l'un des canapés en velours blanc immaculé qui décoraient l'entrée. C'étaient des canapés d'apparat, des meubles que personne n'était autorisé à utiliser. Camille hésita. « Monsieur, nous sommes sales. Nous avons du sang et de la terre. Nous allons tacher le velours. »« Au diable le velours !» s'exclama Alexandre, sa voix résonnant sous la coupole. « C'est un meuble, Camille. Mes enfants valent plus qu'un meuble. Asseyez-vous. » Camille obéit, s'asseyant timidement sur le bord, avec Louis et Théodore collés à elle comme des berniques. Le sang des genoux de Théodore tacha instantanément le tissu blanc, laissant une marque rouge brillante. Alexandre regarda la tache et ne ressentit pas de colère, mais du soulagement. Cette tache était réelle, cette tache était la vie. « Rose, Jeanne !» cria Alexandre vers le couloir de service. 2 femmes de chambre apparurent en courant, effrayées par les cris. En voyant la scène, le patron échevelé, les enfants blessés, la nounou renvoyée assise sur le canapé interdit, elles restèrent paralysées. « Apportez la trousse de premier secours, la grande, et de l'eau tiède et des serviettes propres. Maintenant, ordonna-t-il. Les femmes coururent obéir. Alexandre n'attendit pas. Il enleva sa veste de costume à 3000 € et la jeta au sol sans ménagement. Il retroussa les manches de sa chemise blanche, déboutonnant ses boutons de manchette en or et les laissant sur une table d'appoint. Quand Rose revint avec la trousse de secours, Alexandre la lui prit des mains. « Laissez-nous seuls, allez à la cuisine et attendez les instructions. » Alexandre s'agenouilla devant le canapé. Il ne s'inclina pas. Il se mit à genoux directement sur le marbre dur, se mettant à la hauteur des yeux de Camille et des enfants. Il ouvrit la boîte métallique et sortit le désinfectant et les compresses. « Laissez-moi faire, monsieur. Vous ne savez pas, » commença Camille en essayant de prendre le coton. Son instinct de servilité était toujours actif. Malgré tout, Alexandre lui arrêta la main avec douceur. Son toucher était chaud, ferme, humain. « Non, Camille, » dit-il en la regardant fixement dans les yeux. « Vous avez déjà fait votre part. Vous les avez sauvés. Vous avez reçu le coup. Maintenant, c'est mon tour. Je suis leur père. C'est mon devoir de les soigner. » Camille retira sa main, surprise. Elle vit dans les yeux d'Alexandre quelque chose qu'elle n'avait jamais vu pendant les 3 années où elle avait travaillé ici. L'humilité. Le grand monsieur, l'homme intouchable, était à genoux à ses pieds, prêt à nettoyer des blessures. Alexandre prit le pied de Théodore avec une délicatesse extrême. Il imbiba le coton d'antiseptique. « Ça va brûler un petit peu, champion », murmura Alexandre. Il souffla doucement sur le genou écorché, tout en nettoyant le sang et la terre. Théodore fit une grimace, mais il ne pleura pas. Il était fasciné de regarder son papa. Il ne l'avait jamais vu d'aussi près, aussi concentré sur lui. « Papa, » dit Théodore doucement, « tu sais soigner ?»« J'apprends, mon fils, » répondit Alexandre d'une voix brisée. « J'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Pardonne-moi de ne pas avoir été là pour te soigner avant. » Alexandre nettoya chaque blessure, banda la main de Théodore avec un soin chirurgical, mit un pansement sur la coupure du bras de Louis et ensuite fit quelque chose d'inattendu. Il prit les mains de Camille. Camille essaya de les retirer par honte. Ses mains étaient rouges, rêches, avec des ongles courts et sans vernis, si différentes des mains à la manucure parfaite de Victoire. « Monsieur, mes mains sont sales. Vos mains sont les plus propres de cette maison, Camille, » dit Alexandre en examinant les paumes de la nounou. Il vit les petites coupures qu'elle s'était faites en tombant et la peau irritée par les produits chimiques de nettoyage. Ses mains ont tenu ma famille quand je l'ai lâchée. Alexandre prit une lingette humide et commença à nettoyer les mains de Camille. Il nettoya la trace de sang des enfants, nettoya la poussière de la rue. Il le fit avec une révérence presque religieuse. C'était un acte de contrition, le patron lavant les mains de la servante. La hiérarchie sociale se dissolut dans ce mètre carré d'intimité et de douleur partagée. « Pardonne-moi, Camille, » dit Alexandre sans cesser de regarder ses mains. « J'ai été aveugle, un idiot arrogant.
Je vous ai jugé à votre uniforme et je n'ai pas vu votre cœur. Je vous ai accusé de voleuse alors que la seule qui était volée, c'était vous, volée de votre dignité. » Camille sentit les larmes revenir à ses yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas de tristesse. « Vous n'avez pas à me demander pardon, monsieur. Seulement ne me séparez pas d'eux. »« Jamais !» promit Alexandre en levant les yeux. Ses yeux brillaient d'une détermination féroce. « Non seulement vous ne partirez pas, mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes la personne la plus importante dans cette maison après mes fils. Fini l'uniforme, Camille. Fini les gants jaunes. Personne ne vous traitera plus d'inférieur sous ce toit. » À ce moment-là, le bruit de talons hauts résonna dans la partie supérieure de l'escalier. Clac, clac, clac. Un rythme lent, délibéré. Alexandre, Camille et les enfants levèrent les yeux. Victoire était là au palier de l'escalier, impeccable dans une robe de soie de couleur crème. Elle avait retouché son maquillage et tenait une nouvelle coupe de vin. Elle regarda la scène avec un mélange d'amusement et de dédain. La valise jetée, le canapé taché, Alexandre à genoux devant la nounou. « Quelle scène émouvante !» dit Victoire, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Je vois que tu as ramené l'ordure, Alexandre. Tu as eu pitié ? Ou est-ce que les morveux ont fait une de leurs crises pour te convaincre ?» Les enfants se crispèrent, s'accrochant à Camille. La peur revint dans leurs yeux. Alexandre lâcha doucement les mains de Camille et se leva. Il se leva lentement comme un prédateur qui se redresse avant l'attaque. Il n'y avait plus de doute dans sa posture, plus de fatigue, seulement le calme terrifiant d'un homme qui a trouvé son but et est sur le point d'exécuter la justice. « Descends, Victoire », dit Alexandre. Sa voix ne fut pas un cri, ce fut un ton bas, plat, beaucoup plus effrayant que n'importe quel cri. « Descends ici. Nous devons parler de la montre et de la Suisse. » Victoire sourit, croyant qu'elle avait toujours le contrôle, croyant qu'elle pouvait manipuler la situation comme elle le faisait toujours. Elle commença à descendre les marches, ignorant que chaque pas la rapprochait non pas d'une négociation, mais de sa sentence finale. « Oh chérie, ne me dis pas que tu as cru à l'un de ces mensonges », commença-t-elle à dire, en descendant avec une allure de reine. Alexandre ne répondit pas. Il attendit seulement. La transformation était complète. Le millionnaire aveugle était mort dans la rue. Le père Lion était né dans le vestibule et la proie marchait droit vers lui. La confrontation. Victoire finit de descendre les dernières marches de l'imposant escalier en colimaçon. Ses talons aiguilles résonnaient sur le marbre avec une autorité qu'elle ne possédait plus, bien qu'elle ne le sût pas encore. Elle s'arrêta à quelques mètres du canapé, une main sur la hanche et l'autre tenant sa coupe de vin, observant le tableau familial avec une grimace de dégoût à peine dissimulée. Pour elle, la scène était pathétique. L'homme le plus puissant de la ville, à genoux à côté d'une servante et de 2 enfants sales. « Alexandre, s'il te plaît, » dit Victoire en brisant le silence tendu d'un ton d'agacement. « Lève-toi du sol. Tu es en train de ruiner un costume à 3000 € et sors cette femme d'ici avant qu'elle ne salisse davantage la tapisserie. N'avions-nous pas déjà clos ce chapitre ?» Alexandre ne se leva pas immédiatement. Il prit une seconde longue et terrible pour regarder Victoire d'en bas. Pour la première fois, il ne la vit pas à travers le filtre du désir ou de la convenance sociale. Il la vit avec une clarté brutale. Il vit la froideur dans ses yeux bleus, la tension cruelle au coin de ses lèvres, l'absence totale d'empathie envers les enfants qui avaient des bandages ensanglantés sur les mains. Alexandre se leva lentement. Ses mouvements étaient fluides, mais chargés d'une menace latente. Il n'enleva pas la poussière de son pantalon, il n'arrangea pas sa chemise. Il resta là, planté comme un mur entre sa famille et la femme, qui avait essayé de la détruire. « Tu as raison, Victoire », dit Alexandre d'une voix douce, presque conversationnelle, qui fit parcourir un frisson dans le dos de Camille. « Nous devons clore ce chapitre, mais pour bien faire, j'ai besoin de vérifier quelque chose. » Alexandre se tourna vers la valise bleue de Camille, qui reposait au centre du vestibule. Il marcha vers elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Victoire en fronçant les sourcils. « Tu vas fouiller ses affaires, enfin. Cherche bien. Tu trouveras sûrement l'argent, ou peut être quelques autres bijoux. Ces gens sont comme les pies. Leurs yeux brillent pour ce qui n'est pas à eux. » Alexandre ignora le commentaire, s'accroupit et ouvrit la fermeture éclair de la vieille valise. Le son de la fermeture déchirant le silence fut aigu. Il ouvrit le couvercle. Il n'y avait pas de lingots d'or ni de liasses de billets. Le contenu de la valise de Camille était un témoignage d'humilité et d'amour. Des vêtements de travail pliés avec soin, un chapelet en bois bon marché, une photo encadrée de ses parents au village et par-dessus tout, un album de photos fait maison. Alexandre ouvrit l'album. Ce n'étaient pas des photos de la famille de Camille,
C'étaient des photos de Louis et Théodore, des photos de leurs premiers pas, des photos de leurs anniversaires, des photos d'eux dormant. Camille n'emportait pas d'objets de valeur monétaire. Elle emportait les souvenirs des enfants qu'elle aimait comme les siens. Alexandre sentit un nœud dans sa gorge, mais il l'avala. Il mit la main dans la poche latérale du sac beige, qui était aussi là. Le sac que Louis avait spécifiquement désigné. Ses doigts touchèrent le métal froid. Il le sortit. La Rolex en or et diamant brilla obscénément sous la lumière du lustre en cristal, contrastant avec la simplicité des affaires de Camille. « Ah !» cria Victoire triomphalement, faisant un pas en avant et pointant du doigt sa manucure française. « Je le savais. La voilà. Tu es un génie, mon amour. » Tu l'as attrapé la main dans le sac. Victoire se tourna vers Camille avec un sourire de prédatrice. « Et maintenant, qu'allez-vous dire, petite mouche morte? Qu'elle est apparue là par magie. Voleuse, vous devriez être menottée. » Camille baissa la tête, honteuse non pas du vol qu'elle n'avait pas commis, mais de la virulence de la haine de cette femme. Les enfants se serrèrent davantage contre elle, tremblants. Mais Alexandre ne regardait pas Camille. Il regardait la montre dans sa main, et ensuite Victoire. Son visage n'affichait pas la satisfaction d'avoir résolu un crime, mais la déception profonde d'avoir découvert une trahison. « C'est curieux », dit Alexandre en faisant tourner la montre entre ses doigts. « Louis m'a dit quelque chose de très intéressant dans la rue. Il m'a dit qu'ils vous ont vu entrer dans ma chambre, qu'ils vous ont vu prendre la montre et qu'ils vous ont vu la mettre dans ce sac. » Le sourire de Victoire vacilla pendant une fraction de seconde, mais elle se rétablit rapidement. C'était une manipulatrice experte. « Alexandre, mon Dieu, tu vas croire un enfant de 5 ans? Ils ont une imagination hyperactive. De plus, il l'adore. Il mentirait pour la protéger. Il est évident qu'elle les a manipulés pour qu'ils disent ça. Cela fait partie de son plan. » « Et cela fait aussi partie de son plan que mes enfants aient des ecchymoses sur les bras ?» demanda Alexandre. Sa voix monta en volume, perdant la douceur initiale. « Cela fait aussi partie de son plan que Louis ait des marques de pincement dans des endroits où les vêtements cachent, ou que Théodore fasse des cauchemars avec toi ?» Victoire pâlit légèrement. Elle fit un pas en arrière, trébuchant presque sur ses propres talons. « J'essayais seulement de les discipliner. Ce sont des sauvages, Alexandre. Tu n'es pas là toute la journée. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile. Ne me mens pas. » Le cri d'Alexandre résonna sur les murs de marbre comme un coup de tonnerre. Victoire sursauta de surprise, renversant un peu de vin sur le tapis. Camille étreignit les enfants en leur couvrant les oreilles, mais ils regardaient leur père avec étonnement. Ils ne l'avaient jamais vu les défendre ainsi. Alexandre avança vers Victoire. Elle recula jusqu'à heurter la balustrade de l'escalier. « Je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert les portes de ma maison. J'allais te donner mon nom. Et toi, tu as utilisé ce pouvoir pour torturer 2 enfants qui ont perdu leur mère. » Alexandre s'arrêta à 1 centimètre de son visage. Il pouvait sentir son parfum cher qui lui était maintenant répugnant. « Tu as tout planifié, le vol, le renvoi, tout pour les envoyer dans un pensionnat en Suisse et garder l'argent et le manoir pour toi seul. »« Je l'ai fait pour nous, » murmura Victoire, tentant une dernière tactique désespérée. Elle laissa tomber la coupe sur le sol qui se brisa en 1000 morceaux et attrapa les revers de la veste d'Alexandre, les mains tremblantes. Ses yeux se remplirent de fausses larmes. « Alexandre, mon amour, comprends, ils sont un obstacle. Ils ne nous laissent pas être heureux. Toi et moi méritons une vie libre, voyager, profiter. Ils seront mieux en Suisse avec des professionnels. Je voulais juste que nous ayons un avenir. » Alexandre regarda ses mains agrippées à sa chemise. D'un mouvement brusque et plein de dégoût, il les retira comme si c'étaient des insectes venimeux. « Un avenir ?» Alexandre se mit à rire, un rire sec et sans humour. « Tu ne voulais pas d'un avenir avec moi. Tu voulais ma carte de crédit, et pour l'obtenir, tu étais prête à sacrifier le bonheur de mes fils. » Alexandre leva la Rolex en l'air. « Cette montre, » dit-il en la regardant avec mépris. « Tu as dit que c'était ta préférée, qu'elle symbolisait notre amour éternel. » D'un mouvement violent, Alexandre jeta la montre en or contre le mur de pierre le plus éloigné. L'impact fut brutal. Le mécanisme suisse de précision explosa. Les diamants sautèrent en l'air et le verre se réduisit en poussière. La montre resta détruite au sol. Victoire poussa un cri étouffé, portant les mains à sa bouche, horrifiée par la destruction de quelque chose d'aussi précieux. « C'est la valeur qu'a ton amour pour moi maintenant, Victoire, » dit Alexandre avec un calme glacial. « Ordure, décombre, rien. » Victoire regarda les restes de la montre et ensuite Alexandre. Son masque tomba complètement. Il n'y avait plus de peur ni de séduction, seulement de la haine pure. « Tu es un imbécile, » cracha-t-elle, et son visage se tordit en une grimace laide et réelle. « Tu vas le regretter. »
Tu vas rester seul avec ces deux monstres et cette servante ignorante. Tu vas venir me supplier de revenir, quand tu te rendras compte qu'aucune femme de ton niveau ne voudra se charger de tes bagages. Je préfère être seul le reste de ma vie que de passer 1 minute de plus avec un monstre comme toi, répondit Alexandre. Il se tourna vers Camille et les enfants, tournant le dos à Victoire. Camille, s'il vous plaît, emmenez les enfants à la cuisine. Demandez à Rose de leur préparer ce qu'ils veulent. Glace, pizza, n'importe quoi. Je ne veux pas qu'ils voient ce qui va se passer maintenant. Camille hocha la tête, pâle, mais reconnaissante. Elle se leva avec difficulté, prit les enfants par la main et les guida rapidement vers le couloir de service. « Allons-y, mes enfants. Allons manger quelque chose de bon. » leur chuchota-t-elle, les protégeant jusqu'au dernier moment. Quand la porte de la cuisine se referma derrière eux, Alexandre se tourna vers Victoire une dernière fois. Ils étaient seuls dans le vestibule. L'air était chargé d'électricité statique. « Maintenant !» dit Alexandre en désignant la porte principale. « Partez, justice divine. » Victoire se redressa, essayant de retrouver un peu de sa dignité brisée. Elle lissa sa robe de soie, leva le menton et regarda Alexandre avec hauteur. « Je m'en vais », dit-elle avec dédain. « Je n'ai pas l'intention de rester dans cette porcherie émotionnelle 1 minute de plus, mais je pars dans ma voiture. Et je veux que ton chauffeur me conduise à l'hôtel Four Seasons. Et demain, tu parleras à mes avocats de l'indemnisation pour rupture de fiançailles. » They call, Vite. Final. In the soga. Alexandre la regarda avec incrédulité et ensuite un sourire froid traversa son visage. Il marcha vers la table d'entrée où se trouvaient les clés des voitures. « Je crois que tu es confuse, Victoire, » dit-il en prenant le porte-clés du coupé Mercedes qu'elle utilisait. « La voiture est au nom de l'entreprise, mon entreprise. Le chauffeur est un employé de la maison. » « Ma maison ?» Et au sujet de l'indemnisation, Alexandre s'approcha d'elle et tendit la main, paume ouverte. La bague. Victoire protégea sa main gauche avec la droite, couvrant l'énorme diamant de 5 carats. « Elle est à moi, couina-t-elle. C'est un cadeau. » « C'était un cadeau conditionné au mariage, corrigea Alexandre, implacable. « Et il n'y aura pas de mariage. Rends-la ou je jure devant Dieu que j'appelle la police et je te dénonce pour le vol de la montre. J'ai 2 témoins oculaires, et tes empreintes doivent être partout sur le sac de Camille. Tu décides. Tu me donnes la bague et tu pars à pied ou tu pars dans une voiture de patrouille menottée. » Victoire trembla de rage. Elle savait qu'elle avait perdu. Elle savait qu'Alexandre avait le pouvoir et les ressources pour mettre sa menace à exécution. D'un mouvement furieux et brusque, elle arracha la bague de son doigt, se blessant presque la peau, et la jeta à la poitrine d'Alexandre. « Tiens ta pierre !» cria-t-elle. « J'espère que tu t'étoufferas avec. » Alexandre attrapa l'anneau en l'air d'une seule main, imperturbable. « Merci, maintenant, dehors. Je vais commander un Uber, » dit Victoire en sortant son téléphone portable dernier cri. « Commande-le dehors, » ordonna Alexandre. « Hors de ma propriété. Je ne veux pas que tu respires mon air 1 seconde de plus. » Alexandre avança vers elle, l'obligeant à reculer vers la porte. Victoire, voyant qu'il n'allait pas céder, tourna sur ses talons et marcha vers la sortie. En ouvrant la porte, la lumière du crépuscule entra dans le vestibule, éclairant la sortie de la méchante. Mais avant de franchir le seuil, Victoire s'arrêta. Elle vit quelque chose qui la fit bouillir de rage. Dans le couloir qui menait à la cuisine, discrètement penché, se trouvaient Rose, Jeanne et le jardinier, Monsieur Manuel, le personnel de service, ces personnes que Victoire avait humiliées, ignorées et traitées comme des meubles pendant des mois, étaient là en silence. Ils ne disaient rien, mais sur leurs visages, il y avait une satisfaction profonde, une joie silencieuse. Rose avait un léger sourire aux lèvres. Monsieur Manuel enleva son chapeau et hocha imperceptiblement la tête vers Alexandre. Victoire se sentit nue sous leurs regards. Elle savait qu'il célébrait sa chute. « Qu'est-ce que vous regardez, stupide ?» leur cria Victoire, perdant les pédales pour la dernière fois. « Vous resterez toujours des domestiques morts de faim. » Personne ne répondit. Son insulte tomba dans le vide, impuissante. Elle n'avait plus de pouvoir. Sa voix ne causait plus la peur, seulement la pitié. Alexandre s'approcha de la porte. « Adieu, Victoire », dit-il. Victoire sortit sur le porche. Le contraste était brutal. Il y a 1 heure, elle était la maîtresse de maison donnant des ordres et buvant du vin. Maintenant, elle était debout dans la rue, sans voiture, sans bague, sans fiancé millionnaire et avec la réputation entachée. Alexandre poussa la lourde porte en chêne. « Et Victoire », dit Alexandre avant de fermer, arrêtant le mouvement un instant. « Si jamais tu t'approches de mes fils, je ne serai pas aussi aimable. » Bam! Le claquement de porte fut définitif.
Le bruit du verrou qui glissait fut la musique la plus douce que la maison ait entendue depuis des années. Alexandre resta un moment devant la porte fermée, appuyant son front contre le bois froid. Il ferma les yeux et expira longuement, libérant des mois de tension, de mensonges, de cécité. Le silence dans la maison était différent. Maintenant, ce n'était plus un silence oppressant et craintif, c'était un silence propre, un silence de paix. Alexandre se retourna et vit ses employés le regarder avec respect et pour la première fois avec une affection sincère. « Rose, dit Alexandre d'une voix fatiguée mais aimable, s'il vous plaît, jetez ces restes de montre à la poubelle et ouvrez les fenêtres. Je veux que l'odeur de parfum bon marché disparaisse de cette maison. »« Oui, monsieur, avec grand plaisir, » répondit Rose avec un sourire radieux. « Et les enfants » demanda Alexandre. « Ils sont à la cuisine, monsieur, » dit Jeanne, émue. Camille est en train de leur mettre de nouveaux pansements à dessin qu'elle avait dans son sac. Ils mangent des biscuits, et ils rient. Un sourire sincère, le premier depuis des années, se dessina sur le visage d'Alexandre. « Bien, j'y vais. Aujourd'hui, je dîne à la cuisine avec ma famille. » Alexandre traversa le vestibule, passant au-dessus de la tache de vin sur le tapis sans s'en soucier le moins du monde, et se dirigea vers la lumière chaude qui émanait de la porte de service, laissant derrière lui le luxe froid, pour entrer dans la chaleur de son véritable foyer. Dehors, dans la rue qui commençait à s'obscurcir, Victoire marchait avec difficulté sur les pavés avec ses talons aiguilles. Seule, tandis que les lumières des manoirs voisins s'allumaient, lui rappelant le monde auquel elle n'appartenait plus. La justice divine n'était pas descendue du ciel avec des éclairs et du tonnerre. Elle était arrivée sous la forme d'un père réveillé et d'une porte fermée. Le climax émotionnel, la guérison, la porte de la cuisine était entr'ouverte, laissant échapper une bande de lumière dorée et chaude vers le couloir obscurci. Alexandre s'arrêta juste sur le seuil, caché par le montant de la porte, incapable d'entrer encore. Il avait besoin d'un moment. Il avait besoin d'observer ce monde qui avait existé sous son propre toit et que lui, dans sa cécité d'homme d'affaires, avait complètement ignoré. À l'intérieur, la scène semblait tirée d'une autre époque, d'une peinture de la Renaissance de dévotion maternelle. Camille était assise sur une simple chaise en bois avec Théodore sur ses genoux et Louis debout à ses côtés, appuyé sur son épaule. Il n'y avait pas de luxe là, pas de marbre, pas de soie, pas de montres en or. Il n'y avait que l'odeur de vanille, de lait chaud et d'alcool médical. « Tu as très mal, mon amour », demandait Camille, d'une voix chuchotée, tout en finissant de coller un pansement avec des dessins de super-héros sur l'index de Théodore. « Un petit peu », répondit l'enfant en reniflant. « Mais tu m'as donné un baiser magique, alors ça va déjà passer. Les baisers de maman Camille guérissent tout, » affirma Louis avec une gravité absolue, caressant la joue de son frère. Alexandre sentit un nœud dans sa gorge si serré qu'il eut du mal à avaler. Maman Camille. Ses enfants avaient donné le titre le plus sacré du monde à une employée qu'il payait le salaire minimum. Et elle, loin de le rejeter, le portait avec une dignité qu'aucun bijou ne pouvait égaler. Camille leva les yeux du doigt de Théodore et regarda Louis. Elle vit la coupure sur son bras, déjà propre, mais encore rouge et irrité. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les ravala rapidement pour ne pas les effrayer. « Vous êtes très courageux », leur dit Camille en passant ses mains rêches sur leurs cheveux ébouriffés. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, sauter par cette fenêtre, c'était très dangereux. J'ai eu très peur. Ne le refaites plus, vous m'entendez? Mon cœur ne supporterait pas une telle frayeur. »« Je devais te sauver », dit Louis en haussant les épaules comme si c'était évident. « Tu es notre famille. Papa était ensorcelé par la sorcière. Nous devions le réveiller. » Alexandre ferma les yeux, appuyant son front contre le montant de la porte. Ensorcelé. L'innocence de ses fils avait une précision chirurgicale pour décrire sa négligence. Il décida qu'il ne pouvait plus rester caché. Il inspira profondément, lissa sa chemise froissée et poussa la porte doucement. Le bruit des gonds fit tourner les trois têtes en même temps. Il y eut un instant de tension instinctive. Les enfants se crispèrent sur les genoux de Camille, un réflexe conditionné par des mois à voir Victoire entrer pour les gronder. Mais en voyant que c'était leur père et qu'il venait sans veste, les manches retroussées et le visage exempt de colère, leurs épaules se détendirent un peu. Camille essaya de se lever immédiatement, faisant mine de descendre Théodore. « Monsieur Alexandre, excusez-moi, nous étions… »« Ne vous levez pas, » dit Alexandre rapidement, levant une main en signe de paix. Sa voix était douce, dépourvue de l'autorité métallique qu'il utilisait habituellement. « S'il vous plaît, Camille, restez assise. » Alexandre entra dans la cuisine.
Il se sentait comme un intrus dans sa propre maison, un géant maladroit entrant dans un sanctuaire délicat. Il traîna un tabouret haut de l'îlot central et le plaça devant eux, s'asseyant pour se mettre à leur hauteur. Il se retrouva genou contre genou avec Camille. Il regarda ses fils, puis regarda Camille dans les yeux. Le silence s'étira, chargé d'émotions inexprimées. « Camille, » commença Alexandre, et sa voix trembla légèrement. « Je n'ai pas de mots. Le dictionnaire est trop court pour vous demander pardon. Ce que vous avez vu aujourd'hui, la façon dont je vous ai traité dans la rue, la façon dont j'ai permis à cette femme de vous humilier, est impardonnable. » Camille secoua doucement la tête, baissant le regard vers ses mains entrelacées avec celles des enfants. « La peur nous fait faire des choses laides, monsieur. Vous aviez peur pour vos enfants. Je le comprends. » « Non, » la corrigea Alexandre avec fermeté. « Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de l'orgueil, c'était de la cécité. J'ai cru que l'argent me donnait raison, et j'ai failli perdre la seule chose qui compte. » Alexandre se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. « Je veux réparer cela. Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je veux arranger l'avenir. » Alexandre mit la main dans la poche de son pantalon et sortit un chéquier. Il le posa sur la table, mais ne l'ouvrit pas. « Je vais tripler votre salaire à partir d'aujourd'hui, » dit Alexandre en parlant rapidement, essayant d'utiliser son langage d'affaires habituel pour résoudre le problème émotionnel. « Vous aurez une assurance maladie privée pour vous et pour vos parents au village, des vacances payées, une voiture personnelle si vous le souhaitez, et je vous rendrai votre chambre. Nous la redécorerons, comme vous le souhaitez. Seulement je vous demande de ne pas partir, de ne pas nous quitter. » Les enfants regardèrent Camille avec des yeux immenses, attendant sa réponse. Théodore serra sa main fortement. Camille regarda le chéquier sur la table, puis elle regarda le visage désespéré d'Alexandre. Un sourire triste et doux courba ses lèvres. Avec une douceur infinie, elle repoussa le chéquier vers Alexandre. « Gardez votre argent, monsieur Alexandre. » Alexandre resta figé. La panique revint dans ses yeux. « Ce n'est pas suffisant, Camille. Je peux payer plus. Dites-moi le chiffre, n'importe quoi. Vendez votre prix. »« C'est ça le problème, monsieur, » dit Camille. Et sa voix acquit une nouvelle fermeté, une autorité morale qui la faisait paraître géante dans cette chaise en bois. « Vous croyez que c'est un travail ? Vous croyez que je m'occupais de Louise et Théodore pour le chèque que vous me donniez toutes les 2 semaines ?» Camille caressa la tête de Théodore, qui ferma les yeux au contact. « Je ne me suis pas jeté au sol à genoux aujourd'hui pour de l'argent. Je n'ai pas supporté les insultes de mademoiselle Victoire pour de l'argent. Je l'ai fait parce que je les aime. » Camille regarda Alexandre droit dans l'âme. « L'amour n'a pas de fiche de paye, monsieur. Si je reste, ce ne sera pas pour le triple du salaire. Ce sera parce que ces enfants ont besoin de moi et parce que je ne saurais pas vivre sans les voir grandir. » Alexandre sentit que la dernière barrière de son ego s'effondrait. Il retira sa main du chéquier comme s'il brûlait. Il réalisa à quel point son monde de la finance était petit comparé à l'univers émotionnel de cette femme humble. « Vous avez raison, » murmura Alexandre, baissant la tête, honteux à nouveau. « Je suis un idiot. J'essaie toujours d'acheter ce qui ne se vend pas. »« Tu n'es pas un idiot, papa, » dit Louis tout à coup. Il se détacha de Camille et fit un pas vers son père. Il posa sa petite main avec le nouveau pansement sur le genou d'Alexandre. « Tu étais juste perdu, comme quand nous nous perdons au supermarché et que nous pleurons. Mais nous t'avons déjà retrouvé. » Alexandre leva les yeux humides. Il regarda son fils, si sage pour son âge, forgé dans la douleur de l'absence maternelle et la négligence paternelle. Alexandre prit la main de Louis et l'embrassa. Puis il regarda Camille. « Alors, vous restez ?» demanda-t-il avec la vulnérabilité d'un enfant. « Je reste, » affirma Camille en souriant, « mais à une condition. »« N'importe laquelle, » dit Alexandre instantanément. « Vous devez être présent, » dit Camille en le pointant du doigt. « Je peux m'occuper d'eux, je peux les nourrir et soigner leurs blessures, mais je ne peux pas être leur père. Ils ont besoin de vous, pas de l'homme qui signe des chèques, mais de l'homme qui joue par terre et lit des histoires. Si vous disparaissez à nouveau dans votre bureau et nous laissez seuls, alors oui, je partirai, car je ne serai pas complice d'un autre abandon. Hey bah, my date, A-day, A-day, A-day. » Alexandre hocha solennellement la tête. C'était un marché équitable. C'était le marché de sa vie. « Marché conclu, » dit Alexandre. Il tendit sa main droite vers Camille. Cette fois, Camille n'hésita pas à cause de ses mains sales ou rêches. Elle serra la main d'Alexandre fortement. Ce fut un pacte scellé dans la cuisine, sans avocat, sans notaire, mais plus contraignant que n'importe quel contrat d'entreprise. « Oui !» crièrent les jumeaux à l'unisson, brisant la solennité du moment.
Théodore sauta des genoux de Camille et se jeta dans les bras de son père. Louis se joignit à l'étreinte. Alexandre les reçut, enfouissant son visage dans leur cou, sentant cette odeur d'enfance qu'il avait failli perdre pour toujours. Camille les regardait, des larmes coulant librement sur ses joues, sentant qu'enfin la tempête était passée. Le changement de rôle. Le soleil était complètement tombé et la nuit enveloppait le manoir. Mais dans la cuisine, la lumière était brillante et l'ambiance festive. « J'ai faim », annonça Théodore, rompant le moment sentimental avec l'urgence biologique d'un enfant de 5 ans. Très faim de loup. Alexandre se mit à rire, s'essuyant les yeux discrètement du revers de la main. « Eh bien, monsieur Loup, qu'est-ce que vous voulez dîner? Nous pouvons commander ce que vous voulez. Sushi, pizza, hamburgers. »« Non » crièrent les deux. « Nous voulons les crêpes de Camille. » Alexandre cligna des yeux. Des crêpes pour le dîner. Il regarda Camille, confus. « Est-ce que c'est nutritif ?» Camille se leva, lissant son tablier déchiré qu'elle portait toujours. « Parfois, monsieur, l'âme a besoin de plus de sucre que de vitamines. Aujourd'hui, c'est soirée crêpes de célébration. »« Des crêpes, alors » concéda Alexandre. Il se leva. « Je vais appeler Rose pour qu'elle les prépare. »« Non » dit Camille en l'arrêtant d'un regard amusé. Rose et Jeanne sont déjà parties se reposer. Elles ont eu une longue journée avec tout le spectacle de Mademoiselle Victoire. « Ah » Alexandre regarda l'immense cuisine, pleine d'appareils électroménagers en acier inoxydable qui ressemblaient à des commandes de vaisseau spatial. « Alors, vous les faites ?»« Nous les faisons » corrigea Camille. « Et quand je dis nous, je parle de tout le monde, y compris vous, monsieur Alexandre. »« Moi ?» Alexandre fit un pas en arrière, alarmé. « Camille, je ne sais pas cuisiner. La seule chose que je sais faire à la cuisine, c'est me servir de l'eau, et parfois la glace tombe. Je brûle l'eau, Camille. » Louis et Théodore se mirent à rire en se cachant la bouche. « C'est facile, papa, » dit Louis en lui attrapant la main et en le traînant vers le garde-manger. « Tu bats les œufs, c'est amusant. » Et ainsi commença la véritable transformation. L'homme qui, ce même matin, avait conclu des fusions de millions par téléphone, se tenait maintenant devant un bol de mélange avec les manches de sa chemise en soie retroussées jusqu'au coude, tenant un fouet, avec la même concentration tendue avec laquelle il tiendrait un scalpel. « Plus doucement, monsieur », instruisit Camille, qui était à côté de la cuisinière, chauffant le beurre. « Si vous battez si vite, vous allez décorer les murs avec la farine. »« C'est une technique d'efficacité », plaisanta Alexandre, bien qu'il ralentisse. « Comme ça, c'est mieux. Avec amour, pas avec fureur. » La cuisine se remplit de bruit, le son du fouet, le crépitement du beurre, les rires des enfants essayant de mettre la table. Alexandre observa ses fils. Théodore essayait de transporter les assiettes, marchant la langue sortie par la concentration. Louis pliait les serviettes en papier en formes étranges qu'il appelait des avions. « Dis, Louis, » dit Alexandre tout en continuant de battre. « Je ne savais pas que tu aimais les avions. » Louis le regarda, surpris. « Papa, j'ai des draps d'avion, et ma lampe est un astronaute. J'aime le ciel. » Alexandre ressentit une piqûre de honte. Bien sûr, il était dans sa chambre. Il l'avait vu 1000 fois, mais il ne l'avait jamais regardé. « C'est vrai, » dit Alexandre doucement. « Pardonne-moi. À partir de maintenant, je vais mieux regarder. Je te promets qu'un jour, je t'emmènerai voir de vrais avions au hangar de l'aéroport. Nous monterons dans un. » Les yeux de Louis brillèrent d'une intensité qui valait plus que toutes les actions en bourse. « Vraiment? Toi et moi? Toi? Moi, Théodore et Camille, tous. »« Youpi !» cria Théodore, manquant presque de renverser un verre en plastique. Quand la pâte fut prête, Camille commença à verser les cercles parfaits dans la poêle chaude. L'odeur de beurre et de vanille inonda la cuisine, effaçant définitivement la trace du parfum coûteux de Victoire. « À table !» ordonna Camille. « La première est prête. » Alexandre s'assit non pas au bout de la table, qui n'existait pas dans la cuisine, mais sur un tabouret latéral, serré entre Louis et Théodore. Camille servit les assiettes, et, à la surprise d'Alexandre, se servit une pour elle et s'assit en face d'eux. « Bon appétit !» dit-elle naturellement. Alexandre regarda son assiette, une crêpe dorée fumante, avec un peu de miel. Il regarda à ses côtés. Ses fils mangeaient avec voracité, se tachant les joues. Il regarda en face. Camille mangeait lentement, avec une élégance naturelle, souriant en voyant les enfants. Alexandre prit la fourchette et le couteau, coupa un morceau et le porta à sa bouche. Saveur, saveur de foyer, saveur de simplicité, saveur de pardon. « C'est délicieux », dit Alexandre, et il ne mentait pas. Cela lui goûtait mieux que le homard qu'il mangeait habituellement lors des dîners de bienfaisance. « Papa a du miel sur le nez »,
fit remarquer Théodore en riant et en pointant du doigt avec sa fourchette. Alexandre se toucha le nez. Effectivement, il y avait une goutte collante. À un autre moment, il aurait été horrifié. Il aurait demandé une serviette en lin et se serait essuyé avec irritation. Mais ce soir-là, il regarda son fils, rit et se tacha exprès l'autre joue avec son doigt. « Maintenant, je suis un guerrier du miel », rugit Alexandre en jouant. Les enfants éclatèrent de rire. Camille laissa échapper un rire sonore, cristallin, qui emplit l'espace. Alexandre s'arrêta un moment, observant la scène. La cuisine en désordre, la farine sur le plan de travail, ses fils heureux, la femme qui les avait sauvés riant de l'autre côté de la table. Il réalisa qu'il avait changé de rôle. Il n'était plus le pourvoyeur distant qui observait d'en haut. Maintenant, il était un participant. Il était dans l'arène. Il était sale, fatigué, émotionnellement épuisé, mais il se sentait plus vivant que jamais. Il regarda Camille dans les yeux par-dessus la pile de crêpes. « Merci », lui dit-il en silence, ne bougeant que les lèvres. Camille hocha légèrement la tête, comprenant le message. Ils avaient traversé un pont. L'abîme qui séparait le patron de l'employé s'était rempli de crêpes et de rires. « Bien, guerrier », dit Alexandre, redevenant sérieusement taquin. « Celui qui finit le premier a le droit de choisir l'histoire de ce soir, mais il leva un doigt avertisseur. Je la lis. « Je vais gagner », cria Théodore, se mettant un morceau gigantesque dans la bouche. « Non, moi », répondit Louis. Le dîner continua bruyant et chaotique, parfait dans son imperfection. Hors de la maison, le monde continuait de tourner, implacable et froid. Mais à l'intérieur de cette cuisine, sous la lumière chaude, se forgeait quelque chose d'indestructible. Une famille, non pas une famille de sang et de nom, mais une famille de cicatrices partagées et de loyautés éprouvées. Et Alexandre sut, en nettoyant le miel du visage de Théodore, qu'il ne serait plus jamais pauvre, car il avait enfin compris où était sa véritable richesse. La résolution finale, un épilogue. Le dîner était terminé, mais la magie dans la cuisine persistait, flottant dans l'air avec l'arôme doux de la vanille et du miel. L'horloge murale, un simple appareil en plastique qui contrastait avec les montres suisses détruites, marquait 21 heures. C'était tard pour les enfants, mais personne n'avait osé briser l'enchantement du moment. « Très bien, guerrier du miel », annonça Alexandre en se levant et en secouant les miettes de crêpes de son pantalon de ville. La bataille est terminée. Il est temps de la retraite stratégique vers les tranchées. C'est à dire au lit. Non, se plaignit Théodore, se frottant les yeux avec le poing fermé, trahi par son propre sommeil. Je n'ai pas sommeil. Je veux jouer encore. Tes yeux disent le contraire, petit, dit Camille, s'approchant de lui avec une facilité née de la pratique. Elle le prit dans ses bras. Théodore, malgré sa protestation verbale, appuya sa tête sur son épaule instantanément, se rendant. Demain, il y a école. Et devinez quoi? Demain, papa vous emmène. Les yeux de Louis s'ouvrirent en grand. Tu nous emmènes? Demanda-t-il en regardant Alexandre avec incrédulité. Non, le chauffeur. Moi, affirma Alexandre. Nous allons chanter dans la voiture, mais pour cela vous devez dormir. Allons-y. La procession monta les escaliers, mais cette fois la maison ne se sentait ni vide ni froide. Les lumières des couloirs, qui semblaient toujours de musée, éclairaient maintenant une vraie famille. Alexandre portait Louis sur son dos, quelque chose qu'il n'avait jamais fait, et Camille portait Théodore. Ils arrivèrent à la chambre des jumeaux. C'était une grande pièce, pleine de jouets chers, qui avaient à peine été touchés. Alexandre déposa Louis dans son lit en forme de voiture de course, et Camille coucha Théodore dans le sien. « L'histoire », se rappela Louis en se glissant sous les draps d'avion. « Tu as promis de lire l'histoire. » Alexandre s'approcha de l'étagère. Ses doigts parcoururent les dos des livres. Le Petit Prince, Don Quichotte pour enfants, Peter Pan. Il choisit Peter Pan. Il s'assit sur une chaise berçante entre les deux lits, ouvrit le livre et commença à lire. Au début, sa voix sonnait rigide, habitué à lire des rapports financiers et des contrats légaux. Il lisait sans intonation, trébuchant sur les mots fantastiques. Mais Camille, qui était debout près de la porte, le regardait et lui fit un geste pour qu'il se lâche. Alexandre inspira profondément, regarda ses fils qu'il observait avec dévotion, et alors il laissa sortir l'enfant qu'il portait en lui. Cet enfant qu'il avait enterré sous des couches de responsabilité et de douleur, il commença à faire des voix. Il fit la voix aiguë de Clochette, la voix grave du capitaine Crochet. Louis et Théodore se mirent à rire. Un rire somnolent et heureux. Peu à peu, leurs paupières devinrent lourdes. La respiration de Théodore devint rythmée et profonde. Louis résista un peu plus.
luttant pour profiter de chaque seconde de la présence de son père, mais finit par s'endormir. Alexandre ferma le livre doucement. Le silence dans la chambre était sacré. Il se leva avec soin pour ne pas faire grincer le plancher en bois et s'approcha de chacun. Il embrassa le front de Théodore, caressant le bandage sur sa main. Il embrassa le front de Louis, effleurant le pansement sur son bras. « Bonne nuit, mes amours », murmura Alexandre d'une voix brisée par une émotion qui lui remplissait la poitrine jusqu'à la douleur. « Vous ne serez plus jamais seul, je le promets. » Il se tourna vers la porte. Camille était toujours là, appuyée sur le montant, les bras croisés, et une expression de paix absolue sur le visage. Alexandre marcha vers elle, et ils sortirent dans le couloir, laissant la porte entr'ouverte, comme Louise aimait pour ne pas avoir peur. « Vous l'avez très bien fait, monsieur, » chuchota Camille. « Vous avez du talent pour les voix de pirates. »« Merci, Camille, » répondit-il en souriant avec fatigue, mais avec de la lumière dans les yeux. Bien que je pense que le capitaine Crochet ressemblait un peu à mon comptable. Ils marchèrent en silence dans le couloir jusqu'à arriver au balcon principal, le même d'où Victoire avait observé la tragédie quelques heures auparavant. Alexandre ouvrit les portes vitrées et ils sortirent dans la nuit fraîche. L'air sentait le terreau humide. Alexandre s'appuya sur la balustrade de pierre, regardant vers la rue sombre, vers l'endroit exact où il était tombé à genoux cet après-midi-là. « Camille », dit-il sans la regarder, regardant le vide. « Aujourd'hui, vous avez sauvé 3 vies, pas seulement celle des enfants, vous avez sauvé la mienne aussi. » Camille se mit à ses côtés, respectant le silence de la nuit. « Vous vous êtes sauvé vous-même, monsieur Alexandre. Vous avez décidé d'ouvrir les yeux. Beaucoup d'hommes dans votre position auraient choisi le confort du mensonge. Ils auraient laissé mademoiselle Victoire gagner juste pour ne pas faire face au scandale. Vous avez choisi la vérité. Ça, c'est le propre des gens courageux. » Alexandre se tourna pour la regarder. La lumière de la lune baignait le visage de Camille, adoucissant ses traits, la faisant ressembler à un ange gardien vêtu de vêtements simples. « Je ne veux pas que vous soyez mon employé », lâcha Alexandre soudainement. Camille se crispa. La peur brilla dans ses yeux pendant une seconde. « Vous me renvoyez encore » demanda-t-elle d'une voix faible. « Non, mon Dieu, non » s'empressa de corriger Alexandre en s'approchant d'un pas. « Je veux dire que je ne veux pas que vous soyez seulement une employée. Je ne veux pas que vous portiez d'uniforme, je ne veux pas que vous mangiez à la cuisine pendant que je mange dans la salle à manger. Je veux que vous fassiez partie de ça, de la famille. Je veux que vous soyez la gouvernante des enfants, leur guide, ma conseillère de vie, si l'on peut appeler ça ainsi. » Alexandre chercha maladroitement les mots, essayant de définir un sentiment qui venait à peine de naître et qui était beaucoup plus grand qu'un contrat de travail. « Je veux que vous ayez de l'autorité, que si vous voyez que j'échoue en tant que père, vous ayez le pouvoir de me le dire sans craindre que je vous renvoie. Je veux que nous soyons une équipe. Acceptez-vous » Camille le regarda profondément. Elle vit l'homme derrière l'argent. Elle vit la solitude qu'il portait aussi, et sourit. « J'accepte de faire partie de l'équipe, monsieur, mais à une condition de plus. »« Une autre ?» Alexandre sourit. « Vous êtes une négociatrice difficile. Que vous arrêtiez de m'appeler Camille tout court ou monsieur. Je m'appelle Camille Marie, et j'aime qu'on me tutoie. Si nous allons être une famille, nous devons parler comme une famille. » Alexandre hocha la tête, sentant qu'un poids de plus se levait de ses épaules. « D'accord, Camille Marie. Et vous devez arrêter de m'appeler monsieur ou monsieur Alexandre. Appelez-moi Alexandre, tout simplement. »« Je vais essayer. Alexandre, » dit-elle en goûtant le nom sur sa langue. Cela sonnait étrange, mais cela sonnait bien. Cela sonnait comme l'avenir. Ils restèrent là un moment de plus sous les étoiles. 2 âmes de mondes différents qui avaient fait une collision pour sauver la chose la plus importante. L'amour innocent de 2 enfants. Le saut temporel. 1 an plus tard, la même rue de pavés parfaits brillait sous le soleil de l'après-midi, mais cette fois la lumière n'était ni cruelle ni dramatique. Elle était dorée, chaleureuse, une lumière de célébration. Les arbres avaient un peu plus poussé et les fleurs dans les jardins étaient en pleine explosion de printemps. La porte principale du manoir s'ouvrit. Il n'en sortit pas une femme en pleurs. Il n'en sortit pas une valise traînée avec désespoir. Il en sortit un rire. Louis et Théodore, maintenant âgés de 6 ans et visiblement plus grands, sortirent en courant vers la voiture familiale garée à l'entrée. Ils ne portaient plus de vêtements amidonnés et inconfortables. Ils portaient des t-shirts de super-héros et des shorts avec les genoux écorchés par le football, non pas par la fuite du danger. « Je prends la fenêtre !» cria Théodore en courant vers la porte arrière. « Non, je l'ai demandé en premier !» répliqua Louis en riant et en poussant doucement son frère. Derrière eux sortit Alexandre. Il ne portait plus de costume ni de cravate. Il portait un pantalon en lin beige,
et une chemise blanche retroussée, détendue, avec des lunettes de soleil, et portant une glacière de plage. Il avait l'air plus jeune, moins gris. Les lignes de stress sur son front s'étaient adoucies, remplacées par des lignes d'expression autour des yeux, marque de celui qui sourit souvent. Et finalement, elle sortit, Camille Marie. Il n'y avait plus d'uniforme bleu, plus de tablier blanc, ni de gants en caoutchouc jaune. Elle portait une robe d'été légère, d'une couleur corail vibrante, qui mettait en valeur sa peau bronzée. Ses cheveux, toujours attachés en un chignon sévère auparavant, tombaient librement sur ses épaules en ondulations douces. Elle marchait avec assurance, la tête haute, maîtresse de son espace et de son bonheur. Elle ferma la porte de la maison à clé. Une maison qui n'était plus une prison de règles absurdes, mais un foyer plein de bruit, de jouets et de musique. « Vous avez tout ?» demanda Camille en descendant les marches. Crème solaire, les serviettes, les seaux pour le sable. « Oui, maman Camille !» répondirent les jumeaux depuis la voiture. Alexandre était en train de ranger la glacière dans le coffre. En la voyant descendre, il s'arrêta. Il retira ses lunettes de soleil et la regarda avec une admiration qu'il n'essayait pas de cacher. « Tu es magnifique aujourd'hui, Camille !» dit-il avec simplicité et honnêteté. Camille rougit légèrement, un sourire illuminant son visage. « Merci, Alexandre. Toi non plus tu n'as pas l'air mal pour un vieil homme d'affaires, » plaisanta-t-elle, lui faisant un clin d'œil. Alexandre se mit à rire et ferma le coffre. Il s'approcha d'elle, il ne la toucha pas, mais la proximité entre les deux était chargée d'une électricité douce, d'une promesse qui n'avait plus besoin de mots. « Prête pour les premières vraies vacances de cette famille ?» demanda-t-il. « Prête, » répondit-elle. « Je n'ai jamais vu la mer, Alexandre. Merci de nous emmener. » Alexandre secoua la tête et d'un mouvement doux prit la main de Camille. À son annulaire brillait un anneau. Ce n'était pas un diamant ostentatoire et vulgaire comme celui de Victoire. C'était un anneau simple, une bande d'or avec une petite émeraude, élégante et discrète qui symbolisait l'espoir et la renaissance. « Ne me remercie pas, » dit Alexandre en serrant sa main. « Tu nous as appris à naviguer alors que nous étions en train de nous noyer sur terre ferme. Voir la mer est le moins que je puisse faire. » Camille regarda l'anneau à sa main. Puis elle regarda les enfants dans la voiture qui se disputaient joyeusement sur quelle chanson mettre à la radio. « Tu sais ?» dit Camille, pensive. « Il y a 1 an, je suis sorti par cette porte en pensant que ma vie était terminée. J'ai pensé que Dieu m'avait abandonné. »« Et maintenant ?» demanda Alexandre. « Maintenant, je sais que Dieu écrit droit, avec des lignes courbes. » Camille serra la main d'Alexandre. « Il faut parfois tout perdre pour se rendre compte de ce qui en vaut vraiment la peine. »« Papa, Camille, allons-y !» cria Théodore depuis la fenêtre. « La mère ne va pas nous attendre. »« Nous arrivons, impatients !» cria Alexandre en retour. Il ouvrit la porte du copilote pour Camille. Elle entra, s'installant sur le siège qui lui revenait de droit par l'amour et la loyauté. Alexandre fit le tour de la voiture, s'assit au volant et regarda dans le rétroviseur ses 2 fils sains et heureux. Il regarda la femme à ses côtés, qui avait ramené la lumière dans sa vie. Il démarra le moteur. La voiture glissa doucement dans la rue de pavés, s'éloignant du manoir, passant par l'endroit exact où 1 an auparavant, ils avaient pleuré du sang et des larmes. Mais le bitume ne gardait plus la mémoire de la douleur, il n'était que le chemin vers l'avenir. Alors que la voiture tournait le coin et disparaissait de la vue, la rue resta en silence, baignée par le soleil. Les grandes maisons froides étaient toujours là avec leurs propriétaires préoccupés par l'argent et les apparences. Mais dans l'une d'elles, la plus grande de toutes, il était resté quelque chose de différent. Il était resté un écho de rire, un arôme de crêpes et la certitude absolue que l'argent peut acheter une maison. Mais seul l'amour, le pardon et le courage peuvent construire un véritable foyer. Fin.